Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 10. Du souverain ou de la République. 22. Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens d'affaires, et aux rois par leurs ministres, est la leçon qu'ils leur font de s'acquitter et de s'enrichir. Excellent conseil. Maxime utile, fructueuse, une mine d'or, un Pérou, du moins pour ceux qui ont su jusqu'à présent l'inspirer à leur maître. 23. C'est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes qu'ils auraient voulu lui donner, s'ils en avaient été les maîtres. 24. La science des détails, ou une diligente attention aux moindres besoins de la République, est une partie essentielle au bon gouvernement, trop négligée à la vérité dans les derniers temps par les rois ou par les ministres, mais qu'on ne peut trop souhaiter dans le souverain qui l'ignore, ni assez estimer dans celui qui la possède. Que sert en effet au bien des peuples et à la douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son empire au-delà des terres de ses ennemis, qu'il fasse de leur souveraineté des provinces de son royaume. Qu'il leur soit également supérieur par les sièges et par les batailles, et qu'il ne soit devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus forts bastions. Que les nations s'appellent les unes les autres, se liguent ensemble pour se défendre et pour l'arrêter. Qu'elles se liguent en vain, qu'ils marchent toujours et qu'ils triomphent toujours. Que leur dernière espérance soit tombée par le raffermissement d'une santé qui donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se mettre en campagne, s'emparer de redoutables forteresses, et conquérir de nouveaux États. Commander de vieux et expérimentés capitaines, moins par leur rang et leur naissance que par leur génie et leur sagesse. Suivre les traces augustes de leur victorieux père. Imiter sa bonté, sa docilité, son équité, sa vigilance, son intrépidité. Que me servirait en un mot, comme à tout le peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par lui-même et par les siens, que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j'y vivais dans l'oppression ou dans l'indigence. Si, à couvert des courses de l'ennemi, je me trouvais exposé dans les places ou dans les rues d'une ville au fer d'un assassin, et que je craignisse moins dans l'horreur de la nuit d'être pillé ou massacré dans d'épaisses forêts que dans ces carrefours. Si la sûreté, l'ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux, et n'y avaient pas amené, avec l'abondance, la douceur de la société. Si, faible et seul de mon parti, j'avais à souffrir dans ma métairie du voisinage d'un grand, et si l'on avait moins pourvu à me faire justice de ses entreprises. Si je n'avais pas sous ma main autant de maîtres, et d'excellents maîtres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour leur établissement. Si, par la facilité du commerce, il m'était moins ordinaire de m'habiller de bonnes étoffes, et de me nourrir de viande saine, et de les acheter peu. Si enfin, par les soins du prince, je n'étais pas aussi content de ma fortune, qu'il doit lui-même par ses vertus l'être de la sienne. 25. Les 8 ou les 10 000 hommes sont au souverain comme une monnaie dont il achète une place ou une victoire. S'il fait qu'il lui en coûte moins, s'il épargne les hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui connaît mieux qu'un autre le prix de l'argent. 26. Tout prospère dans une monarchie où l'on confond les intérêts de l'État avec ceux du prince. 27. Nommer un roi père du peuple est moins faire son éloge que l'appeler par son nom, ou faire sa définition. 28. Il y a un commerce ou un retour de devoir du souverain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain. Quels sont les plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. Il s'agit de juger, d'un côté, entre les étroits engagements du respect, des secours, des services, de l'obéissance, de la dépendance. Et d'un autre, les obligations indispensables de bonté, de justice, de soin, de défense, de protection. Dire qu'un prince est arbitre de la vie des hommes, c'est dire seulement que les hommes par leurs crimes deviennent naturellement soumis aux lois et à la justice, dont le prince est le dépositaire. Ajouter qu'il est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans égard, sans compte ni discussion, c'est le langage de la flatterie, c'est l'opinion d'un favori qui se dédiera à l'agonie. 29. Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau,
qui répandue sur une colline vers le déclin d'un beau jour, paie tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faute du moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses brebis. Il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage. Si elles se dispersent, il les rassemble. Si un loup avide paraît, il lâche son chien, qui le met en fuite. Il les nourrit, il les défend. L'aurore le trouve déjà en pleine campagne, d'où il ne se retire qu'avec le soleil. Quel soin! Quelle vigilance! Quelle servitude! Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s'il est bon prince. Le faste et le luxe dans un souverain, c'est le berger habillé d'or et de pierreries, la houlette d'or en ses mains. Son chien a un collier d'or, il est attaché avec une laisse d'or et de soie. Que sert tant d'or à son troupeau ou contre les lots? 30. Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les instants l'occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers d'hommes. Quel dangereux poste que celui qui expose à tout moment un homme à nuire à 1 million d'hommes. 31. Si les hommes ne sont point capables sur la terre d'une joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible, que de connaître qu'ils sont aimés, et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leur peuple? 32. Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour bien gouverner. L'on suit le temps et les conjonctures, et cela roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui règnent. Aussi le chef-d'œuvre de l'esprit, c'est le parfait gouvernement. Et ce ne serait peut-être pas une chose possible, si les peuples, par l'habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission, ne faisaient la moitié de l'ouvrage. 33. Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places n'ont que des devoirs faciles, et que l'on remplit sans nulle peine. Tout coule de source. L'autorité et le génie du prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les difficultés, et font tout prospérer au-delà de leur attente. Ils ont le mérite de subalternes. 34. Si c'est trop de se trouver chargé d'une seule famille, si c'est assez d'avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accablement, que celui de tout un royaume. Un souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance absolue, par toutes les prosternations des courtisans? Je songe au pénible, douteux et dangereux chemin qu'il est quelquefois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique. Je repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent pour une bonne fin. Je sais qu'il doit répondre à Dieu même de la félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses mains, et que toute ignorance ne l'excuse pas. Et je me dis à moi-même: voudrais-je régner? Un homme un peu heureux dans une condition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie? N'est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en place par un droit héréditaire, de supporter d'être né roi? 35. Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner? Une naissance auguste, un air d'empire et d'autorité, un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince, et qui conserve le respect dans le courtisan. Une parfaite égalité d'humeur. Un grand éloignement pour la raillerie piquante, ou assez de raison pour ne se la permettre point. Ne faire jamais ni menace ni reproche. Ne point céder à la colère, et être toujours obéi. L'esprit facile, insinuant. Le cœur ouvert, sincère, et dont on croit voir le fond, et ainsi très propre à se faire des amis, des créatures et des alliés. Être secret toutefois, profond et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets. Du sérieux et de la gravité dans le public. De la brièveté, jointe à beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des princes, soit dans les conseils. Une manière de faire des grâces qui est comme un second bienfait. Le choix des personnes que l'on gratifie. Le discernement des esprits, des talents et des complexions pour la distribution des postes et des emplois. Le choix des généraux et des ministres. Un jugement ferme, solide,
décisif dans les affaires, qui fait que l'on connaît le meilleur parti et le plus juste. Un esprit de droiture et d'équité qui fait qu'on le suit jusqu'à prononcer quelquefois contre soi-même en faveur du peuple, des alliés, des ennemis. Une mémoire heureuse et très présente, qui rappelle les besoins des sujets, leur visage, leur nom, leurs requêtes. Une vaste capacité, qui s'étendent non seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes d'État, au vues de la politique, au reculement des frontières par la conquête de nouvelles provinces, et à leur sûreté par un grand nombre de forteresses inaccessibles. Mais qui sache aussi se renfermer au-dedans, et comme dans les détails de tout un royaume. Qui en bannissent un culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté, s'ils s'y rencontrent. Qui abolissent des usages cruels et impies, s'ils y règnent. Qui réforment les lois et les coutumes, si elles étaient remplies d'abus. Qui donnent aux villes plus de sûreté et plus de commodité par le renouvellement d'une exacte police, plus d'éclat et plus de majesté par des édifices somptueux. Punir sévèrement les vices scandaleux. Donner par son autorité et par son exemple du crédit à la piété et à la vertu. Protéger l'Église, ses ministres, ses droits, ses libertés, ménager ses peuples comme ses enfants. Être toujours occupé de la pensée de les soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu'ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir. De grands talents pour la guerre. Être vigilant, appliqué, laborieux. Avoir des armées nombreuses, les commander en personne. Être froid dans le péril, ne ménager sa vie que pour le bien de son état. Aimer le bien de son état et sa gloire plus que sa vie. Une puissance très absolue, qui ne laisse point d'occasion aux brigues, à l'intrigue et à la cabale. Qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle tous plient également. Une étendue de connaissance qui fait que le prince voit tout par ses yeux, qu'il agit immédiatement et par lui-même, que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, et les ministres que ses ministres. Une profonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et user de la victoire. Qui sait faire la paix, qui sait la rompre. Qui sait quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre les ennemis à la recevoir. Qui donne des règles à une vaste ambition, et sait jusqu'où l'on doit conquérir. Au milieu d'ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux, des fêtes, des spectacles. Cultiver les arts et les sciences. Former et exécuter des projets d'édifices surprenants. Un génie enfin supérieur et puissant, qui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étrangers. Qui fait d'une cour, et même de tout un royaume, comme une seule famille, unie parfaitement sous un même chef, dont l'union et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde. Ces admirables vertus me semblent refermées dans l'idée du souverain. Il est vrai qu'il est rare de les voir réunies dans un même sujet. Il faut que trop de choses concourent à la fois, l'esprit, le cœur, les dehors, le tempérament. Et il me paraît qu'un monarque qui les rassemble tout en sa personne est bien digne du nom de grand. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.